nombreux sont ceux qui sont dans de grandes responsabilités au sein de l'État, directeurs de ceci ou de cela. Si ce n'était pas que le climat politique chez nous est ce qu'il est, certains pourraient sortir et en témoigner. Donc je crois que, d'ailleurs, je vais vous dire, Valérie, j'étais en Gandéré quand l'affaire Bakassi commence. Ah. C'est comme ça. J'étais descendu à Douala pour faire un cours à l'université de Douala. C'est là qu'on m'appelle à Yaoundé pour ça. Et ce que vous ne savez pas, et je vais vous le révéler sur votre plateau aujourd'hui, je vais en mission dans le cadre de cette affaire nationale. Vous pouvez imaginer un citoyen camerounais qui est mis en mission par la présidence de la République. Et on est resté dehors, derrière, faire un conseil de discipline pour me suspendre de l'université. Ah. Ah oui, oh. Ok. Feu le professeur Georges Ngango. Incroyable. Paix à son âme. Était tellement choqué qu'il s'est auto-constitué avocat pour aller me défendre, puisque j'étais même absent. De sa propre initiative. Et il est arrivé d'ailleurs là-bas, on lui a manqué du respect. Je vous parle d'une époque dont les acteurs sont tous encore vivants. Il faut qu'on arrête. On peut dire qu'on n'aime pas Kanto. On a tout à fait le droit de le dire. Mais il ne faut pas qu'on couse, qu'il y ait un tissu de mensonges autour. Vraiment, chacun est libre de... On peut dire, même pour des raisons irrationnelles, on peut ne pas aimer Kanto. C'est tout à fait humain. Mais n'allez pas inventer des histoires. Ce n'est pas bon. Ok. Maurice Kamto, au début de l'émission, j'ai prévenu les jeunes qu'ils peuvent à tout moment lever la main s'il y en a qui ont des questions. Et il y a probablement un qui a une question. Mais juste avant sa question, on dit en politique, on dit que les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Moi, j'ai écouté votre discours du 31 décembre 2024 que vous faites chaque année. Et vous avez dit que vous pourrez ramener le carburant à 480 francs CFA. Oui. Et ce n'est pas ça qu'on appelle promesse qui engage ceux qui écoutent. Non. Pourquoi? Si vous avez bien lu, j'ai dit toutes choses égales par ailleurs. C'est-à-dire si les prix sont les mêmes sur le marché, c'est-à-dire le prix de vente, sont les mêmes sur le marché au moment où j'arrive en fonction, oui, je tiendrai. Mais vous savez que pourquoi? Nous, on a seulement retenu que vous avez dit que... Oui, non. Ça va descendre à 480. Oui. De toute façon, peut-être même que si on a la chance que les prix du pétrole chutent, parce que j'entends là qu'on est en train de vouloir encourager l'Arabie Saoudite pour des raisons géopolitiques au niveau global, d'augmenter sa production. S'ils augmentent beaucoup leur production, les prix vont tomber, vont chuter encore. Donc les prix de vente vont baisser. Parce que le prix du baril est fonction du marché international. Et le marché international est toujours déterminé par rapport à la capacité de production des grands pays producteurs. Donc, en réalité, ce n'est pas un secret que je dévoile. Toutes ces manœuvres, c'est pour essayer de faire que le cours du pétrole s'effondre pour nuire à la Russie. Puisque, en fait, c'est là qu'il... Voilà. Donc, peut-être que ça va même être... mieux que ça. Qu'est-ce que j'ai dit? Le litre de pétrole arrivé à Douala à l'heure actuelle. Et mes chiffres sont sortis du rapport de la SCDP. Donc, et de la Caisse nationale des dépôts des produits pétroliers. Ce n'est pas moi qui les invente. Donc, si eux-mêmes disent que le litre de pétrole rendu à Douala est à 369 francs, c'est 369 francs. J'estime que si j'y ajoute les frais de transport, mais j'y ajoute même des taxes de 100 francs, je suis à 469. J'ai mis à 480 pour me donner la marge. Et la marge que je veux dégager, c'est pour construire une raffinerie au Cameroun, une raffinerie de dernière génération. Donc, je ne fais pas de promesses en l'air, je donne les chiffres. Et le pétrole, ce n'est pas quelque chose qui se vend, comment dirais-je, sous le lit. Les cours du pétrole sont connus. Maintenant, si nous avons un baril de pétrole à 200 $ d'ici là-bas, et que le litre est rendu à Douala à 500 francs, je rendrai compte et j'informerai le Camerounais que le pétrole s'achète à 500 francs, on ne peut plus tenir ce prix-là pour telle raison. Mais ils ne peuvent pas, et je leur en donne la garantie. Le litre de pétrole rendu à Douala ne peut pas être à 369 francs et je ne respecte pas mon engagement, c'est impossible. Maurice Kamto, vous êtes face aux jeunes. Oui. Et il y a des jeunes qui ont des questions spontanées. Alors, je peux vous garantir, je n'ai même pas écouté les questions avant. Pas de problème. Donc maintenant, ce qui sort va sortir. Ça sort comme ça sort. Ça sort comme ça sort. On va commencer par le jeune qui est juste à votre gauche. Très bien.
Merci pour la parole que vous m'avez passée. Moi, c'est l'étudiant Koutoumé Fadjila en première année à l'Université protestante, faculté des sciences et de l'informatique. Je voulais que vous nous donniez des stratégies que vous alliez élaborer pour améliorer les conditions de vie des jeunes citoyens, comme vous dites, futurs leaders du pays. Ok, d'accord. Je peux répondre? Oui, c'est à vous. Oui. D'abord, je voudrais qu'on s'entende sur une chose. C'est pas que je dis futur leader. Vous êtes appelé à être en charge de la conduite des affaires du pays demain, qu'on le veuille ou pas. Parce que la loi de la vie et de la nature veut comme ça se fait par génération et les gens passent. Et donc, viendra un moment où c'est vous qui aurez la charge de la conduite des affaires du pays. C'est pour cela, justement, qu'il faut bien préparer la jeunesse du pays à prendre la relève. Ce n'est pas une faveur qu'on vous fait. C'est une réalité qui s'impose à nous et qui doit être préparée. Alors, quelles sont les idées que nous avons, pour ne pas dire les stratégies? Je pense, en ce qui me concerne, que pour répondre au problème de l'emploi des jeunes, il y a d'abord des mesures à court terme et des mesures à moyen, voire à long terme. Les mesures, je commencerai par les mesures à long terme ou à moyen terme. Il y a la réforme de fond en comble du système éducatif canadien. Notre système éducatif a été performant et a permis au pays de passer des caps. En réalité, le système éducatif actuel a été mis en place au lendemain des indépendances pour produire des cadres qui devaient gérer administrativement le pays. Mais ce n'étaient pas des cadres de l'innovation, de la maîtrise de technologie ou de la création, justement, par exemple, des entreprises industrielles. Donc, cette phase-là s'est achevée autour des années 80. Mais nous avons raté ce tournant-là en termes de réforme. C'est-à-dire qu'à partir de 80, nous aurions déjà dû réformer notre système pour que dès le primaire, mon objectif, c'est que dès le primaire, on mette l'enfant en contact avec les outils technologiques et les questionnements. Aujourd'hui, si vous allez même au primaire, on apprend encore aux enfants à réciter. Moi, je voudrais que très tôt, par exemple, il y a des moyens de le faire. Des laptops, mais il y a des laptops de différents niveaux. Donc, on ne va pas mettre une Ferrari entre les mains d'un enfant pour aller s'amuser, alors que, bon, voilà, une 4x4 lui suffit. Donc, on va mettre nous n'inventons rien. Vous allez en Chine ou ailleurs, c'est ça. C'est-à-dire ces petits ordinateurs qui ne peuvent pas dépasser les 15 000, 10 000, il faut mettre ça à la disposition pour que très tôt, dès l'enfance, c'est-à-dire la maternelle, avant même le secondaire, l'enfant commence à jouer là-dessus. J'avais dit, il y a des choses que nous pouvons faire qui ne nous coûtent pas grand-chose, avant même de parler d'ordinateur. Il y a ce qu'on appelle les Lego. Vous connaissez les Lego, les jeunes. Voilà. Mettez à la disposition des jeunes les Lego. Mettez ça en désordre. Vous allez descendre. Ils essaient de monter les choses. Les Lego, on te dit, bon, fais une maison. Tu as tes Lego, tu fais une maison. On te dit, fais telle chose. Tu as tes Lego, tu fais mal, mais tu vas voir que tu as mal fait, que ça ne ressemble pas beaucoup à ce qu'on a montré. Voilà. Donc, mais tu vois, on apprend en faisant. Notre système éducatif, à l'heure actuelle, donne beaucoup de théories. Vous avez même jusqu'à l'université, vous êtes un jeune universitaire, des enfants qui sont dans des filières scientifiques qui n'ont jamais fait une manipulation de laboratoire. Il y avait des enfants qui sortaient licenciés en informatique qui n'avaient jamais eu un ordinateur. C'est quand même dramatique. Oui, ils connaissaient toutes les formules informatiques et tout. Donc c'est ça, on veut faire cela. Ensuite, à partir du secondaire, bon, si je vais dans les détails, on va supprimer le CEP. C'est-à-dire il faut que vous ayez, on va avoir 2 diplômes entre, si vous voulez, l'école primaire et le baccalauréat. Il y aura un premier diplôme qui se situe. Oh là là, excusez-moi. Au niveau de la classe autour de la classe de seconde, quelque chose comme ça. Il n'y aura plus de probatoire et puis il y aura le niveau de fin d'études secondaires qui vous donnera l'accès à l'université. Mais déjà à partir donc de votre premier diplôme, qui sera le premier diplôme obligatoire, parce que tous les enfants, l'éducation sera obligatoire
pour tous les enfants, parce que tout le monde doit avoir au moins ce diplôme-là, dont la durée est à peu près de 8 ans, 8-9 ans. Et après, vous allez déjà commencer, avant d'avoir le diplôme de fin d'études secondaires, vous allez déjà commencer à avoir le choix des filières. Donc, si vous vous sentez plus à l'aise pour la science, la technologie, la littérature, des trucs comme ça, on va cadrer. Ça, c'est des trucs à moyen et à long terme. C'est-à-dire, il faut que dans les 10 prochaines années, nous ayons réformé le système éducatif. À court terme, là. Bon, oui. Non, un an après la... Oui, oui, je vais vous dire, moi, je vous ai dit, ce qui manque beaucoup aux jeunes aujourd'hui, ce sont des métiers. Les jeunes ont des diplômes, mais ils n'ont pas de métiers. Il faut leur donner des métiers. Et c'est pour cela que je mets l'accent sur les centres de métiers. Vous pouvez même avoir déjà la licence, même en lettres ou de je ne sais pas quoi. Mais vous, si vous voulez avoir un métier, allez dans un centre de métier où, suivant votre niveau et la qualification que vous voulez avoir, vous passerez entre 6 mois et 24 mois maximum. Donc, si vous voulez devenir plombier, mais un bon plombier, parce que nos plombiers, peut-être vous ne souffrez pas autant que moi des problèmes de fuite d'eau. Voilà, ils apprennent sur le tas et ils ne sont pas à jour. Les techniciens en général. Voilà. Donc, mais il faut qu'ils aillent à l'école. L'école est importante. J'ai déjà dit aux jeunes, même en 2018, tous les métiers s'apprennent. Même le métier de vente dans la boutique là. Dans les pays développés, le métier de vente, vous allez apprendre à vendre. Je disais par plaisanterie que quand vous entrez dans un magasin en Europe ou en Amérique d'ailleurs ou ailleurs, voilà, vous avez une jeune fille ou une jeune dame qui va vous accueillir très gentiment avec un grand sourire. Comme les Camerounais sont très chauds, là, ils croient que c'est pour lui. Non, non, c'est l'argent là. On veut que tu achètes quelque chose. Parce que c'est ça qui donne le salaire à la fin du mois. Mais elle est formée pour faire ça. Donc, il faut apprendre le métier. Donc, moi, je voudrais mettre des centres de métier pour les jeunes immédiatement pour répondre à la préoccupation de Valérie, c'est-à-dire là. Il faut que dans les 6 mois, on multiplie les centres de métier. Cela veut dire donc qu'il faut équiper. Il faut faire venir les machines pour former les gars. Mais la deuxième chose concrètement, c'est que nous avons des leviers d'emploi. Un des blocages au Cameroun aujourd'hui, et je sais que ce sont des questions éminemment sensibles au Cameroun, mais il va falloir que nous regardions ces problèmes-là en face, les problèmes fonciers. C'est la question foncière. Parce que vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'emplois, les gisements d'emplois qu'il y a dans le domaine, dans la filière agricole. L'agriculture, ce n'est pas seulement la production, c'est la transformation, c'est l'agro-industrie. Donc, vous avez vu qu'il y a pas mal de jeunes aujourd'hui qui se débrouillent, qui font des jus de fruits, certains font les chips, certains font... Mais ils ne vont pas bien loin. On ne peut même pas les aider à distribuer dans les chaînes de supermarchés ici parce que leur production, c'est rien. Parce qu'un supermarché ne veut pas que vous lui donniez un produit. Il fait des efforts pour attirer la clientèle et la semaine d'après, le client vient, il ne trouve pas. Donc, nous n'avons pas encore une production qui atteint des tailles critiques, la masse critique. Il faut donc changer notre mode de production. Cela veut dire qu'il faut... C'est pour cela que dans notre programme, nous disons, nous voulons avoir des états généraux du foncier. Non pas avec les fonctionnaires. Non. Même pas avec les élites, avec les autorités traditionnelles, auxquelles des spécialistes du droit foncier peuvent s'ajouter pour que nous nous posions la question au Cameroun. Qu'est-ce que nous voulons faire de nos terres? Parce que des terres, nous en avons à perte de vue au Cameroun. Nous avons de l'eau pour irriguer. Il y a des pays même qui n'ont pas de l'eau. Si nous voulons faire des cultures irriguées partout au Cameroun, nous voulons faire. Et si on règle cela, et ça, c'est des choses que moi, personnellement, je m'engage à faire dans la première année, si je suis, c'est-à-dire organiser les états généraux du foncier. Qu'on sorte de là-bas, qu'on voit la loi foncière. Il y a une loi foncière qui ne s'applique pas parce que la loi dit une chose, mais la réalité sur le terrain est autre. Il faut faire que ça matche. Il y a des soupçons et les populations, les autorités traditionnelles ont raison. Certains ont peur qu'on les spolie de leur terre et ces populations-là ont raison. Comment les rassurer? Comment mettre des garde-fous juridiques pour que justement les gens ne viennent pas spolier les terres? Si nous pouvons imaginer par exemple que quelque part vous voulez faire une plantation, de taille industrielle, machin, et vous faites qu'il y ait une prise de participation des populations locales, pas seulement en termes de, mais c'est-à-dire dans le capital. On peut leur donner une part de capital pour rien, pour leur donner des assurances. Il y a des formules à l'infini. Pour que nos terres... Alors, une fois que j'ai réglé ce problème foncier, croyez-moi, vous aurez des emplois. Pourquoi? Parce qu'il y a dans l'agriculture ce qu'on appelle
des spéculations à court terme, c'est-à-dire des produits qui viennent à maturité à très court terme. Le maïs, c'est 3 mois, vous récoltez. Le manioc, c'est moins d'1 an, vous récoltez, etc., etc. Vous voyez le nombre d'emplois qu'il y a là? Okay. Bon, une fois que vous avez récolté, maintenant vous transformez. Il y a des gens maintenant qui disent qu'ils font de la farine pour faire le pain. Donc vous êtes déjà au niveau industriel, vous produisez la farine, le maïs, etc. Est-ce que vous savez qu'à l'heure qu'il est, le Cameroun importe le maïs? Vous ne pouvez pas savoir. Nous importons le maïs, nous importons de l'huile de palme. Notre balance commerciale est structurellement déficitaire. Nous sommes à moins 1500 milliards et plus d'importations, dans lesquelles nous avons plus de 600, près de 700 milliards d'importations de nourriture, c'est-à-dire ce que nous mangeons. Est-ce que c'est normal? Et il y a des jeunes qui vont mourir à la Méditerranée. Et ce travail-là va être revalorisé. Il ne s'agit pas de livrer des jeunes à des emplois où ils ne sont pas bien payés, non. Quand on fait une unité de production, il doit avoir, par exemple, un centre de santé là-bas. Il doit y avoir une structure d'établissement scolaire pour la scolarisation des employés, etc., etc. Voilà, si vous me demandez. Et puis, la deuxième phase, mais ça, ce n'est pas immédiat, parce que ça prend au moins 1 an, c'est l'industrie. Ouais. Le temps qu'on attire les investisseurs, qu'on leur montre les facilités. Parce que moi, je suis de ceux qui disent qu'il faut faire des plateformes industrielles au Cameroun, ce que j'appelle des zones industrielles. J'ai toujours dit, président, moi, je ferai une plateforme industrielle vers EDEA. Je sortirai l'industrie de la ville de Douala pour faire une plateforme industrielle, parce que c'est idéalement situé. Si on arrive à trouver l'espace, c'est situé entre le port de Kribi et le port de Douala. Et voilà, le port de Kribi, le port de Douala et la direction de Yaoundé. Voilà une plateforme industrielle. Je vais venir ici dans la zone du centre, parce que j'ai toujours dit, entre le centre et le sud. Pourquoi? Parce que nous avons là encore une zone où nous pouvons faire, parce que nous avons vers le sud, nous avons la Guinée équatoriale, le Gabon, le Congo et tout cela. Nous devons faire une plateforme. Et puis, j'envoie une autre dans la Ganawa, etc., etc. Donc, on peut le faire. Mais ça vous demande de mettre en place une politique qui vous permette de créer ces zones industrielles et que l'industrie vienne. Nous savons comment le faire, parce que nous avons vu ça dans d'autres pays africains et on sait comment le faire. Voilà, très brièvement. Bon, maintenant, il y a plein d'autres choses qu'on peut dire. OK. Alors, on va passer à la deuxième question. Bonsoir, M. Kamto. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est l'étudiant Andela Edjoa Jean-Philippe. Je suis étudiant à l'UPAC au niveau 1. À l'UPAC au niveau 1, cellule informatique, FTIC. Oui. On va dire cela. Ma question est la suivante. Notre pays on va dire très compliqué, monsieur, parce que... ouais. Vous avez raison, je le dis parce que vous avez tellement raison. Parce que notre président actuel met sur pied beaucoup de projets pour nous aider, mais comme vous avez dit tout à l'heure, ces projets ne voient quasiment jamais le jour à cause des mentalités actuelles, à savoir la corruption qui a mis pied franchement dans notre société et c'est devenu comme une seconde nature pour nous. J'aimerais savoir quelles seront vos méthodes si vous êtes élu président pour dissuader toute personne voulant ancrer dans cette pratique pour que le pays puisse évoluer et devenir enfin émergent. Merci de votre question. C'est une très bonne question. Parce qu'en effet, il y a des projets et des mesures très pertinentes qui ont été prises dans ce pays à une certaine époque. Nous devons avoir l'honnêteté de le reconnaître. Ce n'est pas parce que je suis en désaccord et que je suis en rupture avec la manière dont les choses sont faites que je dois prétendre que tout n'a jamais été que mauvais. Mais qu'est-ce qui se passe, M. Andela? Vraiment, ça tient à rien du tout. Quand vous êtes chef d'État d'un jeune pays comme le nôtre, vous devez vous comporter comme un chef chantier. Si vous n'êtes pas chef chantier, rien ne sera fait. Je ne sais pas si vous me comprenez. Un chef chantier, c'est celui qui est là pour dire, voilà, vous avez mis le papin si est tordu et la ligne là n'est pas... Si vous dites que vous avez donné aux collaborateurs, vous croyez que, comme vous avez vu comme ça, c'est bien, eux ils vont comprendre que c'est bien et faire, vous êtes trompé. Ce que le premier président du Cameroun, Amadou, a réussi en termes de développement, ce n'était pas parce qu'il faisait des miracles. C'est parce qu'il était sur le terrain. Est-ce que vous savez, M. Andela, qu'il y a ici au Cameroun des routes, on dit au président de la République que c'est goudronné et que ce n'est pas goudronné, on a goudronné 3 fois la même route. Donc ça veut dire que si lui-même, parce que
Les gens savent qu'il ne va pas venir voir. Je vous dis ça de manière vraiment à l'aise. Et je ne suis pas en train ni de lui manquer du respect ou quoi que ce soit. C'est une des choses que je déplore. On ne peut pas goudronner la même route 3 fois. Prendre justement des crédits, des prêts à l'étranger. Souvenez-vous je crois que c'est Kribi Ebolo à comme 2. Je crois qu'on a déjà pris au moins 2 crédits, fait de l'emprunt. C'est chez moi, donc... Voilà. et la route... Je connais cette route. Donc c'est ça la vérité. Le problème, c'est que parlons du Cameroun, avec les Camerounais, il faut que le gars sache que tu peux descendre à tout moment. Si je vous assure, je termine par là, je suis convaincu, intimement convaincu, que si le président, avant l'achèvement provisoire des travaux du stade Olembe, était descendu là même une fois, c'est à moins d'1 kilomètre de là où il est, non? Les choses allaient changer. Parce que à ce moment-là, quand tu descends une seule fois, les gars d'ici peuvent descendre à tout moment. Il peut encore venir. Donc c'est un comportement de chef de chantier qu'il faut avoir. Il faut être derrière eux. Ça ne peut pas être autrement. Et donc voilà globalement comment je peux expliquer ça. Je ne vois pas... Il n'y a pas... Et pour ceux qui se livrent justement à la corruption et croient qu'ils peuvent s'amuser comme ça avec la détresse et la souffrance des Camerounais, je crois qu'il faut que nous cessions de faire preuve de complaisance. Quand j'entends certains dire, et vouloir même tribaliser la corruption, on dit que non, on poursuit celui-là, mais on n'a pas poursuivi les gens de tel. Non, chaque fois que nous avons la preuve ou les preuves que quelqu'un a plongé les mains dans la caisse, on doit appliquer la loi. Et l'application de la loi doit commencer par le fait qu'il ne puisse pas profiter de ce qu'il a détourné. Parce que quand vous prenez les gens, vous les mettez en prison, il a les milliards. Je le dis toujours, nous les Africains, nous on n'a pas peur de la prison. Quand tu dis que tu vas mettre, excusez-moi de dire comme ça, un Européen, prison 15 jours là, il commence à croire que sa vie est déjà finie là. Mais nous, en Afrique, là, tu mets même 10 ans, on dit que mon frère, tu as fait même quoi? On va sortir, Donc l'argent là, si tu dis que tu mets seulement la personne en prison et que son argent, ses milliards sont quelque part, qui va supporter. S'il ne meurt pas, il en profitera pour sa famille. Donc il faut que nous soyons cohérents. On a établi que vous êtes auteur de malversation, de détournement des deniers publics. On établit le montant. Il faut saisir tout ce qu'on peut saisir, même si ça ne rembourse pas. Mais il faut que les gens sachent cela. Si tu ne frappes pas au porte-monnaie, ça va continuer. Voilà les 2 éléments que je peux... Ok, alors avant dernière question de jeunes, on va prendre celle-là. Bonsoir, professeur Maurice Kamto. Je suis Ivan Silva, Carole Mira, designer graphique professionnel. J'aimerais savoir, vous avez contesté les résultats des élections en 2018. Oui. Si vous contestez les résultats des élections, ça veut dire que vous avez douté de l'organe qui se charge de ces élections-là. Est-ce que en cette année, vous avez plus confiance en cet organe-là, c'est-à-dire Election Cameroun, ou bien vous allez en candidat plus préparé? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est beaucoup plus une appréciation. Parce que j'ai constaté que vous avez un langage très jeune. Vous maîtrisez en quelque sorte les NTC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Est-ce que vous avez une équipe de jeunes qui vous brief ou bien qui vous donne des informations concernant les avancées des NTC, ou bien vous vous documentez vous-même sur les sujets? Merci. Merci. 2 questions. Belle tenue. Pas seulement en TIC, je suis quelqu'un d'assez curieux actuellement. Franchement, je suis très curieux. Dans tous les domaines. Vous pouvez être surpris qu'on tienne une conversation sur quelque chose qui se passe en Asie. D'ailleurs, parfois même les gens trouvent que je suis un peu insomniaque. Je ne dors pas assez parce que je suis toujours en train de... J'essaie de vivre au diapason du monde, de ce qui se passe. C'est pour cela que, effectivement, je sais un peu ce qui se passe dans le milieu des jeunes. Et parce que, au fond, c'est votre univers. J'aurais pu décrocher. Hein, je ne sais même pas utiliser l'ordinateur. Non, personne ne tape des textes, c'est moi-même de saisir et tout.
Donc, si tu dis que moi, je ne parle pas aux jeunes seulement par racolage politique. C'est que je suis profondément convaincu que si notre pays va survivre demain et gagner un certain rang, il faut préparer les jeunes, il faut comprendre les jeunes, il faut savoir quelles sont les attentes des jeunes. Ça, c'est ma conviction profonde. Et vous ne pouvez pas le faire en étant indifférent à ce qu'ils font. Voilà pourquoi, effectivement, je fais des efforts en ce sens. Mais je suis aussi resté très en contact avec les jeunes. Je ne suis pas coupé des jeunes, loin ça, du tout. Maintenant, vous avez parlé des élections 2018. Oui, j'ai contesté. Et vous avez vu, ce n'est pas pour refaire à rebours le procès de 2018, vous avez vu que nous avions tellement raison, que nous avons montré en Mondovision qu'il y avait 32 PV qui étaient mauvais, qui n'étaient pas remplis par les normes et qui n'ont jamais été signés. Ce n'était pas une vue de l'esprit. Je ne vais même pas aller dans les détails, mais vous avez vu que c'était tellement vrai que le résultat final donné par le Conseil constitutionnel donnait un résultat donc, de votants de 100,48%. En mathématiques, vous savez que c'est impossible. Même pour ceux qui n'étaient pas des foudres de guerre en mathématiques comme moi. Mais chez nous, on dit que les morts ne sont pas morts. Bon. Donc, les morts pour voter. Bon, mais ça reste. Si ça arrive à 100,48%, c'est qu'il y a un problème. On aurait donc dû corriger. Il y a quelques morts qui ont voté. On va dire ça comme ça. Peu importe, c'était pour dire que la contestation ne partait pas simplement du désir de contestation. Bon, maintenant, vous avez posé une question extrêmement importante. Est-ce que nous avons davantage confiance à l'organe électoral aujourd'hui ou c'est parce que nous sommes mieux préparés? Je vais vous dire une chose. Franchement, jusqu'à très récemment et jusqu'en 2022, 23, 24, je pensais que ce qui s'est passé en 2018 allait nous servir de leçon pour nous tous, pour que les échéances futures se passent dans les meilleures conditions. Et je le pensais vraiment. Il s'est dit, y compris que Elekam allait dire, non, on peut faire... Bon, peut-être ceux qui sont très sévères diront que je suis un naïf. C'est vrai, je peux accepter cela. Mais j'ai la faiblesse toujours de croire que nous sommes tous attachés au devenir de notre pays, qu'à un moment donné, chacun de nous est capable d'un sursaut pour dépasser juste ses propres petits intérêts d'aujourd'hui. Et que c'est pour cela que moi personnellement, je fais les efforts, en dépit de tout ce qu'on a raconté sur moi, pour que le Cameroun ne s'enflamme pas. Parce que ma connaissance de l'histoire des nations et comment les pays se construisent m'enseigne qu'aucun pays n'a intérêt à venir d'abord détruire tout ce qui a été fait avant de commencer. Vous venez essayer de continuer. Et c'est là que vous êtes fort. C'est pour ça que moi, on me prête la violence, on m'a prêté le casse des ambassades et tout ça. Mais dans le même esprit, on a jugé les auteurs des cas de l'ambassade à Paris. On les a condamnés. L'État du Cameroun était dans le procès. On n'a jamais prononcé mon nom. Parce que les auteurs ont toujours dit, et moi je ne les connaissais pas. Je dis ici, à Mondovision aussi, je ne les connaissais pas. Mais on a absolument voulu que l'on dise que Kamto voulait briser les ambassades parce qu'il voulait être présent à tout prix. Mon cher ami, j'ai dit en 2018, je le redis ici, ou en 2019, je ne suis pas né avec écrit sur mon front président de la République. Donc je peux parfaitement continuer le reste de ma vie, très heureux, même avec les douleurs d'un Cameroun qui va dans le mauvais sens, mais sans être président de la République. Croyez-moi. Mais j'ai toujours pensé que si au fond de moi, je pense que j'ai quelque chose à offrir au Cameroun, personne ne doit m'empêcher d'essayer d'offrir cette chose-là. Et c'est ce qui me met debout. Maintenant, est-ce que c'est parce que... Non, à partir de 2022-2023 et tout ce qui se passe ces derniers temps me montre que malheureusement, on ne peut pas avoir davantage confiance en l'organe électoral que hier. Parce que vous êtes témoin de tout ce que nous demandons. Nous demandons appliquer la loi. La loi dit publier la liste nationale, la liste électorale nationale. Mais pourquoi vous ne publiez pas? Pour que moi je puisse vérifier si je suis sur la liste. La liste nationale vous permet de voir que, quand tu es inscrit ici à Yaoundé, j'ai vu son nom aussi à Mora. J'ai vu son nom aussi à Bertois ou à Bafoussa. Donc il y a inscription multiple. Donc je dois signaler ça. C'est pour ça que l'article 80 dit il faut publier la liste. Le directeur général de l'ECA doit publier la liste électorale nationale. Et l'article 81 dit en cas d'erreur, d'inscription multiple ou d'omission de votre nom,
vous pouvez donc à ce moment-là demander au Conseil électoral de l'établir le nom. Mais vous ne pouvez avoir cette information que parce qu'on a publié la liste nationale. Voilà la logique. Et c'est la loi qui a été votée même par ce RDPC-là. Qu'est-ce qui leur coûte de publier la liste électorale nationale? Donc à partir de ces constats-là, je me suis dit, là, on peut faire tous les efforts qu'on veut, mais la confiance commence à s'effriter. Ça ruine la confiance de l'ECAM. Je signale que j'ai dit dès la fin de 2022 que j'ai l'impression que l'ECAM a bloqué le corps électoral du Cameroun à un certain niveau. Et pour rien au monde, il ne voulait qu'on dépasse ce niveau. Entre 7 millions et 7 millions et demi à peu près. Comme les inscriptions étaient tellement massives en 2024 qu'ils ne pouvaient rien, ils ont donc donné avant toilettage 8 millions 111 000 de poussières. Mais après toilettage, on est retombé à 7 millions 700 quelque chose de mille. Mais si les inscriptions n'avaient même pas été aussi massives, je peux vous garantir qu'ils seraient revenus à 7 millions et demi. Donc j'en supplie que l'ECAM ne veut pas respecter la loi électorale. Et que ce n'est pas le devoir de Cantoni seul ou du MRC seul, mais c'est un devoir national, collectif, d'exiger qu'on respecte les lois de la République. Pour que celui qui va être élu demain, j'ai dit en 2018, je le répète aujourd'hui, que ce soit le président, actuel président sortant, ou un autre candidat, s'il est élu dans des conditions claires et transparentes, moi, je prends l'engagement devant vous, je serai le premier à le féliciter. Je n'ai aucun problème avec ça. Mais il faut qu'on donne une chance aux Camerounais de choisir le dirigeant qu'ils veulent pour diriger leur pays. Voilà la vérité. Et je termine tout simplement en disant, nous nous préparons également, sinon nous, en dépit de tout ce que je viens de vous dire, nous n'irions pas aux élections. Nous allons aux élections parce que nous nous préparons mieux. Qu'en dépit, même avec un mauvais code, mais même en dépit de tout cela, nous voulons être en mesure de gagner même avec cela. Et c'est pour cela que nous sommes préparés en conséquence. Ok, alors, une dernière question d'une étudiante, quand même. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Je suis Ntama, une licence en sciences politiques à l'Université de Douala, une maîtrise en relations internationales et présentement à l'Institut des relations internationales du Cameroun en Master 2. Très bien. Oui, monsieur. Mon questionnaire a 3 volets, donc 3 questions. On ne peut pas parler du Cameroun sans parler de la Constitution. Et il y a un article, dans les premiers articles, il y a un article qui a été, je ne sais pas si je vais dire modifié 1, 2, 3 fois. Je voudrais savoir si vous, avec peut-être la confiance qu'on pourrait vous attribuer, l'article qui stipule la durée de mandat présidentiel, lui, qui a été modifié, donc je ne vais pas entrer dans les détails. Oui. Est-ce que la dernière modification, vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que lorsque vous serez président, vous allez réitérer à cela? Parce que c'est une modification assez, je ne vais pas dire pléonasmique, si je vais utiliser le néologisme, oui. Ça, c'est ma première question. Oui. La deuxième question, Jean-François Baya a parlé de la politique du ventre, surtout concernant les Camerounais. Je voudrais savoir, moi je suis pour, mais je voudrais savoir si vous arrivez à la présidence, vous allez limiter la gérontocratie et la patrimonialisation du pouvoir. Ça, c'est ma deuxième question. La troisième question va sur le plan international. Je voudrais savoir ce que vous pensez du messianisme. Qu'est-ce que vous avez prévu pour que le Cameroun ne soit plus aussi dépendant des puissances occidentales, parce que nous sommes très conscients qu'il y a la partie sud et il y a la partie centre, oui. Donc je voudrais savoir, parce que c'est ça qui encourage en fait le flux migratoire qui devient de plus en plus exponentiel avec la pensée de non-retour. C'est-à-dire qu'on y va, on n'a plus cette pensée de retour. Donc je voudrais savoir, est-ce que vous avez des stratégies en place pour y remédier? Ce sont mes 3 questions. Merci. Waouh. Alors là... S'agissant de la première question, ma réponse est simple. Et j'en prends l'engagement ici devant les jeunes que vous êtes, mais devant la nation et devant tout le monde. Une des mesures dans le cadre de la réforme constitutionnelle qui est envisagée et qui est inéluctable puisque nous estimons que vous ne pouvez pas régler les problèmes actuels du pays sur le plan politique et notamment la crise anglophone sans passer par une révision de la Constitution sur la forme de l'État. Donc ce sera l'occasion de revoir un certain nombre de choses. Et je dis, je prends ici l'engagement ferme
qu'il y aura limitation du mandat présidentiel à un seul mandat renouvelable une seule fois. Il n'y a pas d'ombre de doute. Je l'ai dit en 2018, je l'ai écrit. Il n'y a donc vraiment pas l'ombre du moindre doute là-dessus. La deuxième question, c'était... je pense que ce que vous appelez la gérontocratie est réglé, le problème est réglé par, en ce qui concerne la fonction publique, par les textes même de la fonction publique. L'âge maximum pour aller à la retraite d'après la fonction publique, c'est 60 ans. Il n'y a que quelques corps où il y a une dérogation. C'est le corps de la magistrature qui va à la retraite à 65 ans. C'est le corps des enseignants du supérieur, voilà, qui vont jusqu'à 65 ans. C'est les deux seuls corps. D'ailleurs, jusqu'à récemment, même les diplomates allaient à la retraite à 55 ans. Donc maintenant, c'est à 60 ans. On a à peu près harmonisé pour tout le monde, sauf ces deux corps. Je pense que si les gens vont à 65 ans, on ne peut pas dire que c'est la gérontocratie. Le problème vient de quoi, madame? Le problème vient justement du fait que les textes ne sont pas respectés. Les gens font des prorogations. Donc, mais à ce moment-là, on vous proroge sur un contrat, c'est un acte du chef de l'État. Voilà. Ça, ce n'est plus la loi. C'est un cadeau politique. Voilà, c'est un cadeau politique, ce n'est plus la loi. Donc, on devrait veiller à ce que les lois soient appliquées. Que lorsque vous avez... Mais enfin, quand même, ce n'est pas mauvais quand même d'aller à la retraite, ce n'est pas si mauvais que ça. Donc, on peut aussi vivre une autre vie que simplement de passer toute sa vie. Donc, mais à côté de cela, il y a les postes politiques. Et c'est le problème, là où les bas blessent, c'est les postes politiques. Et je ne peux pas vous dire qu'il peut y avoir une loi en la matière. C'est chacun qui doit apprécier, et il y a ce qu'on appelle en politique comme en d'autres domaines, ce qu'on appelle le raisonnable. Il y a quand même aussi, à un moment donné, il faut être raisonnable. Et en plus, même si on n'est pas raisonnable, tenir compte des aptitudes réellement physiques et intellectuelles de la personne pour poursuivre. Si nous regardons le champ de l'espace public au Cameroun aujourd'hui, oui, il y a des personnes vraiment âgées. Mais moi, je vois, laissons même le cas du président de la République, je vois, il y a des personnes âgées à différents niveaux, dans différentes institutions. Mais si vous regardez, au moins parmi toutes ces personnes âgées, vous êtes toujours bluffé devant au moins un d'entre eux qui reste alerte. Donc, la question va être, est-ce qu'il rend encore effectivement des services à la nation? Il ne faut juste pas que l'âge à ce moment-là lui soit opposé, juste comme ça. S'il est encore en bonne santé physique, il y en a qui ont cette chance. S'il a encore la vivacité intellectuelle, pourquoi pas? S'il peut rendre des services à la nation. Je ne voudrais pas qu'on exclue. Regardez par exemple, les élections qui viennent d'avoir lieu aux États-Unis. Le candidat qui vient d'être élu a été